Donc j'ai suggéré dans les enseignements précédents qu'au travers de notre aptitude réceptive, on se laisse communiquer par des éléments dits de l'extérieur, qu'on les laisse parler et qu'on soit dans cette disposition d'esprit qui est d'être à l'écoute. Et comment on peut faire ça de façon la plus complète possible? Eh bien, c'est au travers de la conscience. Lorsque nous considérons le monde extérieur uniquement comme une sorte d'instrument matériel à notre disposition, nous ne pouvons pas voir ce lien conscient et réflexif. Notre relation au monde est seulement une relation de dépendance, d'instruments, d'esclavage. Et le regard ou l'attitude que nous portons sur les êtres, sur les choses, est une relation de pouvoir, de domination, d'utilisation. Et nous sommes à des années-lumière de notre réelle présence au monde. Et donc là, je voudrais en profiter pour redire ce qui me semble vraiment très important à rappeler une nouvelle fois. Au travers de ce que, et j'en remercie Nicole vraiment, beaucoup d'équivoques ont pu être faites à propos de cette histoire de pensée du tréfonds de la non-pensée. Et ça a vraiment à voir avec la bienveillance. Car la bienveillance ne peut procéder que de la conscience. Que de la conscience. Je ne vais pas m'attarder sur les valeurs qu'elle engendre, qu'elle fait développer. Juste la condition de la réalité de son apparition, de son surgissement. Donc il faut se rappeler que cette histoire du pensée du tréfonds de la non-pensée, c'est un dialogue rapporté par Maître Dogen dans le Shobogenzo, entre un moine qui demande au maître « Mais à quoi pensez-vous pendant votre état où vous êtes assis comme une montagne bien ancrée dans le sol ?» Et il faut admettre que les personnes qui peuvent nous regarder en train de pratiquer peuvent se poser cette question. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un être qui est comme ça, juste assis, semble-t-il, à rien faire? Il pense à quoi? Et donc la réponse, mais la traduction est à mon avis très approximative, c'est « je pense sans penser ». Alors la terminologie japonaise, sans doute que les traductions initiales n'ont pas été à mon avis assez précises et ont pu faire des glissements de contresens. La pensée, shiryo, c'est l'activité intellectuelle, conceptuelle, projective, représentative, cognitive, utile. Nous sommes des êtres pensants. Le jour où nous ne penserons plus, c'est que nous aurons un électroencéphalogramme plat. Et cette fonction est éminemment essentielle.
ce sont sans doute ces excès, ces sur-régimes, pour parler en termes automobiles, qui sont toxiques. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas penser? Et là, la terminologie utilisée, fou shiryo, qu'on a traduit par fou étant un suffixe qui veut dire pas de ou contraire. Et donc, sans penser, ça voulait dire le néant de la pensée. Et comme on ne peut pas se penser sans penser, on est allé rechercher, tant bien que mal, une explication rationnelle à ce sans penser. Et donc le point d'appui, le deuxième point d'appui était déjà un peu bancal. Et quand le troisième terme qui apparaît, qui est hi-shiryo, qu'on a traduit par au-delà de la pensée et de la non-pensée, on ne sait plus bien à quoi ça correspond, sinon qu'on peut convoquer pour ceux qui ont une pratique habituelle, cette sorte d'état de réceptivité, où on a pu dire que les pensées discursives étaient absentes, et qu'on était seulement comme le vaste ciel. L'esprit est comme le vaste ciel. C'est pas assez. C'est pas suffisant. Et en plus, ça donne l'impression qu'il y a un but à atteindre dans ce hi-shiryo très bizarre de penser du tréfonds, de la non-pensée, ou penser la non-pensée, ou être, j'ai entendu aussi la conscience inconsciente, ou l'inconscience consciente. Là, on est justement dans l'intellectualisme total. Et donc je me rappelle avoir posé la question à mon maître Nishijima. Et la réponse a été d'une limpidité totale. Shiryo la pensée. Fushiryo la non-pensée, mais pas le néant de la pensée. Nos perceptions sensorielles. L'ouïe, la vue, le parfum, le goût, le toucher, le contact. Et là, on voit bien que l'expression fushiryo a été, dans la conception japonaise, bien pour marquer ce départ entre quoi? L'inconscience réelle qui se passe lorsque nous sommes dans nos pensées qui ne sont que de la virtualité, et l'inconscience réelle lorsque nous ne sommes que, j'allais dire, des mollusques réceptifs de sensations, ou des mécaniques robotisées, informatisées de perception. Il n'y a même pas d'émotion là-dedans. Et quelle est, au fond, à mes yeux, la véritable définition de hi-shiryo? C'est tout simplement la conscience. La conscience qui éclaire la mécanique automatique des pensées. En neurosciences, on appelle ça le réseau de science. Et dans cet instant où je me rends compte consciemment que je développe de façon plus ou moins fascinée et presque inconsciente une mécanique de pensée automatique et où je me rends compte que ce ne sont que des projections. La conscience qui est à l'œuvre. Et de la même manière, à l'opposé, parce que je ne suis pas que de la chimie organique et de l'électricité réceptive de perception sensorielle, par la conscience, je me rends compte, ce qui n'est pas de l'ordre de cette pensée conceptuelle, mais de
cette vibration de contact qui peut ne pas être habitée de conscience. Exemple, je marche sans faire attention. Je mange sans faire attention. Tout ce qui est inhabité de vie et de conscience. Et on voit bien que l'oscillation entre les deux, c'est-à-dire je suis que dans mon mental, esprit, qui est juste un monde faux, un monde fictif, un monde qui n'existe pas, mais que le mental ou le cerveau pense exister dans son cinéma intérieur. C'est un cinéma. Et l'autre monde où j'ai robotisé, automatisé un certain nombre de fonctions qui m'ont d'ailleurs permis d'aller d'autant plus fort dans mon cinéma intérieur. Donc on voit bien que la définition ici de Hi Shiryu, c'est la pure conscience, que nos amis tibétains appellent claire-lumière. L'Aktong, Vipassana, Satori, tout ça, à mes yeux, recouvre la même démarche qui est quoi? Le contact avec la réalité. Et alors, j'ai commencé avec l'histoire de ne pas instrumentaliser. Et là, on a toute cette merveille des textes de Dogen du Shobogenzo. Je relisais par exemple le chant du torrent dans la vallée, avec des poèmes magnifiques qui nous viennent de la Chine ancienne. Le chant du torrent dans la vallée parle la langue de Bouddha. Parle la langue de Bouddha. Comment puis-je en faire 84 000 vers la nuit? Au réveil, comment puis-je rendre compte de cette merveille? Eh bien, ce que j'ai dit hier et avant-hier, c'est juste ça. Lorsque j'écoute ce que me dit la terre qui est sous mes fesses dans le contact, ça n'a rien à voir avec du naturalisme, rien. Lorsque je soutiens que c'est de cette connexion-là que surgit la source de la bienveillance. Je ne dis pas autre chose que le chant du torrent dans la vallée parle la langue de Bouddha. C'est exprimé d'une autre manière, c'est moins poétique la façon dont je le dis. Un autre poème absolument merveilleux, enfin c'est pas un poème, c'est une discussion. Un moine demande, je crois que c'est Dai, mais je ne me rappelle plus, et les noms n'ont pas tellement d'importance. Comment pouvons-nous comment pouvons-nous faire en sorte que les montagnes nous appartiennent? Et alors le maître qui est un petit peu malin, il répond avec un contre-pied. Il dit, mais comment pouvons-nous faire en sorte que nous appartenions aux montagnes? Renversement de la question. Commentaire de Maître Dogen. Dans cet échange conscient, il est un domaine où nous avons cette propension, je rajoute entre parenthèses, idéaliste, que les montagnes nous appartiennent. Nous voulons un pré carré de possession, un chez-soi, un domicile, une possession. Mais est-ce que la réalité, c'est pas dans l'autre sens que, en fait, on puisse dire que nous appartenons à la terre ou à la montagne? Et Maître Dogen de conclure, troisième terme,
Ichiryo. Ne voyez-vous pas que cette notion d'appartenance, qu'elle soit dans la visée idéaliste ou dans la visée matérialiste, n'a aucune espèce de pertinence? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque nous nous sommes débarrassés de l'instrumentalisation, quelle qu'elle soit, idéaliste ou matérialiste, nous pouvons écouter la bienveillance. On peut, si on veut appeler ça amour universel, ça me dérangerait presque que ça soit aussi romantique. On va se contenter de la petite goutte d'eau qui désaltère et qui, pour l'instant, a l'étiquette de la bienveillance. Et c'est en effet bien autre chose que le simple mot. C'est le contact conscient, avec l'ouverture des yeux sur ce qui est là, ce que tous les maîtres de la transmission ont expérimenté et retransmis. À chaque occasion. Autre histoire. Toujours dans le chant du torrent dans la vallée, Shobogenzo, qui est un immense classique. Immense classique. Le maître convoque un disciple très avancé sur la théorie. Et il lui dit, toi qui sais plein de choses, éclaire-moi sur une question que je me pose depuis longtemps. Peux-tu me dire même une toute petite chose qui puisse m'éclairer sur cette question? Quelle était la forme de nos visages avant la naissance de nos parents? Et ce moine très lettré qui a une belle bibliothèque, qui passe son temps à aller regarder dans la bibliothèque, il se trouve pantois. Et il répond mes sutras ne me servent à rien. Et il décide d'aller les foutre à la poubelle, de les brûler. Et puisque je suis aussi bon à rien, je vais désormais affecter mon temps à aller servir humblement la soupe de riz aux moines. Et il fait ça pendant des années. Et puis le temps de la retraite sonne. Et il décide, à la façon des vieux sages d'autrefois, d'aller faire l'ermite dans la montagne. Et il a une hutte en bambou, un mode de vie extrêmement simple, en attendant le passage dans un autre état. Et un jour qu'il est en train de balayer, il y a un grand vent, on dit son seul ami c'était le bambou, comme dans la chanson de Brassens, auprès de mon arbre je vivais heureux. Et il y a sa hutte est faite de bambou avec des tuiles en bambou. Et par ce grand vent, il y a une tuile qui s'envole et qui va taper le bambou, son pote le bambou. Et on a comme ça une espèce de mythologie sur... au seul son sait, il s'éveille, il comprend la réalité. Et il va écrire cette espèce de poème où il essaye de rendre compte de cette expérience. Au seul son sait que j'ai oublié toute identification. Je comprends maintenant la langue du Bouddha, le dharma des patriarches. Quelle merveille!
il va voir Dai Yi, le maître qui lui avait posé la question 20 ou 30 ans plus tôt. Et le maître certifie son élève. Il dit, ce disciple a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'à chaque instant, au travers de notre conscience, qui n'est pas parasitée par nos pensées en excès, qui tourne sur elle-même comme en sur-régime d'inconscience dans ce monde virtuel et fictif, et qui n'est pas parasité par l'automatisme, l'inconscience de notre corporéité, appelons ça comme ça, mais qui est au contraire vivifié par la présence consciente, la merveille de la présence réflexive, communicante. Maître Dogen a ces mots merveilleux, il dit c'est un état de fusion. Ça nous parle. Et en même temps que ça me parle, je lui parle. C'est une communication. Ne voyez rien là de mystique. Alors, des mots de ce style ont pu être utilisés pour tenter de dépeindre la relation qu'on peut avoir à regarder, autre poème, un cerisier en fleurs. Je vous cite ça de mémoire, toujours dans ce chant du torrent dans la vallée. J'ai passé 30 ans à rechercher, dit le texte, le poème, une lame effilée. Vous savez, cette idée qu'on tranche avec une lame très effilée, sous-entendu l'esprit pointu, subtil, coupant, les illusions, comme Manjusri. J'ai passé 30 ans à chercher cette lame. Il se plaint. Et voilà que surgit les cerisiers en fleurs, en fusionnant avec la fleur de cerisier. J'ai cherché, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis autant d'années. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est? Sinon, ma présence consciente, ma présence en unité, ma présence débarrassée de toute dualité. Le cœur. Et lorsque je laisse cette approche simple, immédiate, ni sacrée ni profane, s'opérer parce que j'ai ouvert mes capteurs d'intelligence, mes capteurs de sensibilité. Je suis comme le poisson qui nage dans l'eau sans limite. Vous voyez bien qu'il n'y a même plus besoin de parler ni d'enseignement, ni de bienveillance. Mais tenter de l'expliquer aux autres lorsqu'on l'a ressenti, tout un chacun, est juste une tâche très difficile. Parler du zen, c'est comme chercher du poisson dans une rivière asséchée. C'est comme tenter, même si on est un très bon sommelier, de décrire le goût d'un grand Bordeaux. Rien ne remplacera jamais le fait d'être tout capteur ouvert dans l'expérience du goût, du toucher, de la vue,
du son de la cloche et de vibrer en même temps et de se laisser fusionner avec ce qui s'y joue et qui nous donne quoi? De la paix, de la sérénité, de la joie, de la bienveillance. De la conscience, c'est-à-dire cette conscience grâce à laquelle je peux me rendre compte de ce qui se joue, et comme si tout ça me le renvoyait en augmentant cette conscience, cette paix, cette sérénité.